Vous connaissez Al Capone, le plus célèbre bandit de Chicago, incarné maintes fois au cinéma. I'm a businessman. Mais avez-vous déjà entendu parler d'Henri Morazet? Un honnête commerçant français, un gentleman bootlegger de Saint-Pierre-et-Miquelon. Figurez-vous que Morazet et Capone se sont rencontrés sur le sol américain. Ils ont même fait affaire ensemble dans les années 20, pendant la Prohibition. Vous avez dû passer par un certain nombre d'intermédiaires. Non. On le voyait, on disait Al Capone, on allait le voir. Bonjour, monsieur Al Capone, vous voulez quelque chose? J'étais comme vous. En 1919, l'oncle Sam interdit la fabrication, la vente et l'importation d'alcool aux États-Unis. Le voisin canadien lui emboîte le pas et au lendemain de la Première Guerre mondiale, les Américains sont mis au régime sec. En tout cas officiellement. Et tous ces gens-là, ils ont soif. Il a donc fallu s'adapter à cette demande grandissante. Et oui, un tout petit territoire va rendre chèvre les autorités américaines. Idéalement situé au large du Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon devient la plus importante plaque tournante d'alcool en Amérique. Pendant plus de 10 ans, argent et boissons coulent à flot. On dit par exemple que 5 millions de bouteilles de champagne transitent chaque année par le petit port qui compte alors 5000 habitants. Et puis il y a aussi le whisky, le cognac, le vin. Toute la main-d'œuvre est bonne à prendre. Au début des années 20, les anciens pêcheurs de retour de la guerre se reconvertissent en manutentionnaires, en dockers ou encore en mécaniciens. Ça a été l'opulence dans tous les corps de métier de la ville. Il y avait un travail fou. Les gens étaient payés toutes les semaines. Évidemment, tout se fait dans le plus strict respect de la loi, mais de la loi française. Quand elles sont débarquées à Saint-Pierre, les bouteilles sont soumises aux taxes et droits de douane. Elles reprennent ensuite la mer et à quelques encablures des côtes américaines, elles sont vendues à prix d'or. J'ai été chercher 6000 gallons de rhum de Demerara que j'ai payé 25 cents le gallon et que j'ai revendu au Canada pour 13 $ le gallon. C'est une bonne opération, ça. C'est une sacrée bonne opération. Vous n'aviez pas des gardes-côtes aux fesses de temps en temps? Oh oui, mais on les payait entre nous, faut pas le dire. Les gouvernements des États-Unis et du Canada n'ont jamais pardonné à Henri Morazet son insolente audace. Il a été interdit de séjour jusqu'à sa mort en 1986. La prohibition prend pourtant fin dès 1933. Et heureusement pour l'économie de l'archipel, les affaires vont continuer avec Terre-Neuve pendant plusieurs décennies, car dans la province canadienne toute proche, les taxes sur l'alcool sont bien plus élevées. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la CIA est le plus important revendeur d'alcool, le comptoir d'importation des alcools. Ici, les bouteilles d'alcool fort coûtent en général 4 fois moins cher qu'à Terre-Neuve. Mais rien n'égalera jamais l'âge d'or de la prohibition dans le cœur des Saint-Pierrais. Ça devait être assez enthousiasmant de savoir que Saint-Pierre était enfin sur la carte du monde. Certaines maisons portent encore en elles cette incroyable histoire. Elles ont été construites à partir des millions de caisses de whisky importées sur l'archipel. Quant à Al Capone, il se murmure encore aujourd'hui qu'il aurait séjourné à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il serait peut-être heureux d'apprendre qu'une distillerie va y ouvrir ses portes en 2017.